So we go on with the fourth session, but the last one for the day, but not the least one. Women as agents of change in family and private life. J'aimerais aussi à mon tour de remercier le Centre Nord-Sud du Conseil de l'Europe et très spécialement et personnellement Madame Belganini, ainsi que le Conseil de l'Europe, que les autorités italiennes pour leur chaleureux accueil et l'occasion qui nous est offerte afin de pouvoir librement discuter de ces quelques questions clés. Nous avons ici étendu des propos très intéressants sur le rôle de la femme dans la région de la Méditerranée orientale. J'aimerais aussi contribuer à ce débat en soulignant le rôle clé de la femme en tant que mère de famille dans des sociétés traditionnelles liées à des valeurs culturelles et religieuses précises. L'espace méditerranéen dans sa diversité se caractérise aussi, dans la plupart des cas, par ces sociétés patriarcales où la femme est discriminée à bien des égards, en particulier en ce qui concerne l'égalité des chances, l'accès au marché du travail et à la participation à la vie politique. C'est bien de cette femme dont on parle, mère et conjointe à la fois, souvent aussi femme active au travail, qui assume la majeure partie des obligations familiales, qu'il s'agisse de l'éducation des enfants, de la charge d'autres personnes dépendantes, des tâches ménagères ou de l'équilibre qui doit se faire et s'établir entre vie professionnelle et vie familiale, mais aussi entre vie publique et vie privée. Ce rôle est donc fondamental en tant que vecteur de valeurs culturelles et sociales, d'idées et stéréotypes d'ouverture d'esprit, etc. Ces valeurs et principes s'appliquent tant bien dans sa propre maison que dans son quartier, son village, sa ville, voire son pays. De par le fait de sa capacité de mère, qui s'intéresse avant tout à la protection et au bien-être de sa famille, la femme dans ces sociétés agira davantage dans la direction de la promotion et la protection des droits humains et sociaux fondamentaux et sera moins portée aux considérations proprement politiques qui peuvent souvent dégénérer à la corruption, au népotisme et au clientélisme qui savent les fondements même de toute société qui se veut civile et démocratique. Cela dit, il est impératif de préserver ce rôle fondamental de la femme en tant que gérante principale des contraintes familiales et porteuse de valeurs et de principes essentiels. Il est tout aussi important de veiller à ce qu'institutionnellement parlant, les femmes puissent véritablement s'épanouir. Faute quoi, leur portée sera fatalement limitée. Si ces femmes ne peuvent se faire entendre par les autoritaires, qu'il s'agisse d'une plainte portée contre un homme pour abus sexuels ou une proposition auprès des autorités locales pour la mise en place de structures d'accueil plus adaptées pour la garde des enfants, nous ne parviendrons jamais à la justice sociale et à l'égalité entre femmes et hommes. Un autre point qu'il faut noter, c'est le partage équitable du travail non rémunéré et le travail rémunéré entre hommes et femmes. Pour cela, il est impératif que nous continuions, en tant que parlementaires, à veiller à ce que nos lois protègent davantage les femmes et plus particulièrement celles qui sont, pour une raison ou d'autre, vulnérables, exposées à des dangers multiples et à une vie précaire. De plus, il est absolument nécessaire que nous agissions de manière déterminée en ce qui concerne l'adoption, la ratification et l'application par nos gouvernements respectifs d'instruments régionaux et internationaux protégeant l'autonomie des femmes, assurant le soutien des victimes et le combattre la violence à l'égard des femmes. De façon générale, nous devons à tout prix favoriser l'intégration d'une perspective de genre dans la sphère publique et plus particulièrement dans le domaine de la santé et de l'éducation.
En d'autres termes, nous devons à tout prix combler le fossé entre les qualités de jure et les qualités de facto. On a avec nous 5 speakers très importants, très intéressants